décidé rapidement d'ouvrir une enquête sur la mort d'un prisonnier condamné à des travaux forcés à perpétuité. Une certaine opinion affirme que la famille du colonel Nsourou n'a jamais eu accès à son corps et que le gouvernement aurait refusé qu'une autopsie soit réalisée sur ce corps. Troisième question, excusez que je sois un peu gourmand. Nsourou aurait été arrêté en 2014, jugé et condamné à des travaux forcés à perpétuité, tout simplement parce qu'il aurait décidé un jour de révéler beaucoup d'informations sur l'affaire des disparus du Beach. Vous demandez d'abord pourquoi une enquête sur le décès de M. Nsourou en prison durant sa détention. Bon, il faut d'abord savoir qu'un prisonnier est sous la garde de l'État. À partir du moment où il est prisonnier, c'est qu'il est placé sous la garde de l'État. Et l'État, un État de droit, est tenu, quand une circonstance dramatique de ce genre survient, est tenu de comprendre, pour des raisons administratives et juridiques, ce qui s'est passé. On ouvre une enquête systématiquement dans tous les pays organisés quand un prisonnier, un détenu, succombe, quels qu'en soient les motifs. Deuxièmement, l'enquête est ouverte parce que, comme vous le savez, M. Nsourou est décédé brutalement. Je vous rappelle les conditions de survenance de l'événement telles que rapportées par le procureur de la République qui, dans le cadre d'une déclaration, a indiqué ce qui s'était passé sur le plan matériel. Autour de 11 h, ce vendredi 17 février 2017, M. Nsourou, qui était dans sa cellule en compagnie de son neveu, le nommé Franck Mbani, ce neveu, et je tiens à le dire à l'opinion nationale, dont M. Nsourou lui-même avait souhaité un peu plus d'1 an auparavant qu'il partage sa cellule et qu'il dorme avec lui, Franck Mbani, son neveu, étant parmi les condamnés avec lui dans la même affaire, l'administration pénitentiaire, un an donc avant la survenance de ce drame, du décès, avait accédé à sa demande. C'est-à-dire que depuis 1 an, M. Franck Mbani, neveu de M. Nsourou, dormait avec son oncle. Donc, autour de 11 h, M. Franck Mbani, co-détenu de M. Nsourou, alerte le directeur de l'administration pénitentiaire sur la survenance d'un malaise, en disant « mon oncle est en train de faire un malaise ». Autour de 11h05, 11h06, le constat est fait par le directeur de la maison d'arrêt et le médecin de la maison d'arrêt de la gravité du malaise parce qu'ils sont sur les lieux dans la cellule. Et il demande à M. Franck Mbani de dire ce qui s'est passé. Il a décrit ce qui s'est passé et qui fait l'objet aujourd'hui des investigations de la police judiciaire. Constatant la gravité de l'état de M. Nsourou, le directeur de l'administration et le médecin, en compagnie de Franck Mbani, mesure exceptionnelle, il est prisonnier lui également, mais il décide pour des raisons tout à fait compréhensibles de transporter M. Nsourou à l'hôpital militaire en compagnie de son neveu pourtant détenu. Donc ils le prennent et ils l'emmènent avec M. Nsourou dans le véhicule qui le transporte à l'hôpital militaire. Arrivé à l'hôpital militaire, pris en charge par les autorités médicales compétentes, il a été constaté, hélas, son décès, en présence de son neveu Franck Mbani. À partir de là, l'enquête qui est ouverte doit déterminer les circonstances qui ont conduit au décès et, postérieurement à cela, si tel est le souhait de la famille, mais j'y reviendrai, des circonstances plus précises pour déterminer la cause du décès. Vous comprenez la nuance? Il y a les faits, comment ça s'est passé, et il y a éventuellement les causes, s'il y en a à expliciter. De ce point de vue-là, j'entends, nous suivons ce qui est dit dans les médias, notamment dans certains médias internationaux. On dit oui, bon, est-ce qu'une enquête nécessiterait qu'on prenne des individus et qu'on les écoute et qu'éventuellement ils soient placés en garde à vue? Mais je crois qu'il faut, à ce niveau-là, ne pas vouloir d'une chose et de son contraire.
On ne peut pas demander à l'État de faire une enquête et lui reprocher de poser des actes qui permettent d'en savoir un peu plus. Quel est le premier acte que nous posons quand on est confronté, même nous dans notre vie privée, quand nous sommes confrontés à un drame? Vous êtes avec un parent qui subitement a un malaise. Quelle est la première des questions qui se posent même en famille? C'est de demander à la dernière personne qui a vu le défunt vivant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est ça qui est fait. Eh bien, l'État, dans ces cas-là, ouvre une enquête et interroge ceux qui ont pu assister aux derniers instants du défunt. Le premier des acteurs à être interrogé, auditionné, c'est M. Franck Bani, neveu et codétenu, puisque c'est lui qui a vu son oncle et codétenu juste avant son malaise. Il est le premier à avoir été auditionné. Il a été auditionné par la police judiciaire. Donc je m'étonne aujourd'hui d'apprendre que l'audition du second témoin, c'est-à-dire Maître Essou, qui lui-même venait de quitter quelques minutes auparavant M. Nsourou, et donc était à même d'indiquer à la police judiciaire quelles étaient ses constatations personnelles et le témoignage qu'il pouvait en apporter, alors qu'il venait de quitter le colonel quelques minutes avant son malaise. Donc l'enquête est ouverte pour remonter le fil des circonstances qui doivent déterminer comment se sont déroulés les faits et quels ont été les derniers instants de M. Nsourou avant son décès brutal. Voilà l'objet de l'enquête. Vous posez une deuxième question. La famille aurait-elle été empêchée par l'État, par le procureur ou par je ne sais quelle autorité d'accéder au corps, à la dépouille, ou même visuellement, voir la dépouille de M. Nsourou avant son transfèrement ou pendant son transfèrement ou après son transfèrement à la morgue? Je crois que là également, nous sommes dans l'inexactitude la plus totale et je voudrais rétablir les éléments factuels tels qu'ils ont été portés à la connaissance du gouvernement. Au moment où le décès a été constaté, il a fallu transporter la dépouille à la morgue pour les dispositions d'usage. À ce moment-là, et je le dis de manière tout à fait formelle, des membres de la famille de M. Nsourou étaient présents à la morgue et ont assisté au dépôt à la morgue conformément aux usages de la dépouille de M. Nsourou. Donc je dément à ce stade totalement l'idée que la dépouille ait été déposée un peu clandestinement par on ne sait qui à la morgue municipale de Brazzaville. Cela s'est fait en présence de membres de la famille de M. Nsourou. Deuxième considération, vous demandez si le gouvernement s'opposerait à l'exécution d'actes juridictionnels tels que l'autopsie de la dépouille de M. Nsourou. Alors là-dessus, je voudrais être également totalement clair. Ce n'est pas au gouvernement ni à l'État de demander une autopsie. C'est à la famille. Mais je peux vous dire au nom du gouvernement que le gouvernement, si tel est le désir de la famille, est tout à fait favorable à ce qu'une autopsie soit réalisée sur la dépouille de M. Nsourou. Pour des raisons tout à fait évidentes de transparence, pour des raisons tout à fait évidentes, puisqu'il y a enquête, mais il n'y a que la famille qui peut solliciter cela. La famille indiquera, nous l'espérons dans les toutes prochaines heures ou tout prochains jours, indiquera sa position et nous dira aux autorités compétentes, nous voulons ou nous ne voulons pas l'autopsie. Mais d'ores et déjà, je vous le confirme, le gouvernement est tout à fait favorable et ne s'opposera absolument pas à ce qu'une autopsie soit réalisée sur la dépouille de M. Nsourou. Je crois que c'est tout à fait clair et vous pouvez effectivement vous rassurer de notre volonté qui est tout à fait manifeste que cette affaire soit réglée dans la plus totale sérénité. Vous nous demandez également comment se passeront les obsèques de M. Nsourou. Bon, là-dessus, il faut qu'on soit clair. Sortons un peu du droit et rentrons dans nos traditions bantoues. Dans les traditions bantoues, c'est la famille qui décide. Eh bien, les autorités compétentes
sont à la disposition de la famille et verront quelles sont les dispositions pratiques que la famille propose, et il y aura une harmonisation entre les souhaits de la famille et les dispositions à prendre conformément aux usages qui sont ceux d'un État. Donc là-dessus, bien entendu, l'État fera le nécessaire pour que ces obsèques aient lieu dans les conditions de sérénité et de dignité qui sont tout à fait conformes à nos traditions africaines et bantoues. Alors le lieu et la date de l'inhumation, là je vous renvoie à ce que je viens de dire à l'instant. Le gouvernement, les autorités compétentes, nous sommes tous dans l'attente des échanges qui doivent se faire entre la famille et les autorités étatiques concernées par les dispositions à prendre. Loïcia Martial, on fait parler les morts maintenant. Je crois qu'il ne faut pas ajouter le ridicule à une situation dramatique qui est celle de la mort d'un homme. Et moi, je ne m'en prendrai pas à la mémoire de M. Nsourou, je m'en prendrai à ces médias publics qui se reconnaîtront, et notamment ces médias publics français, qui sont prompts à faire du Congo une espèce de terrain de chasse dans lequel on veut expérimenter des tentatives d'excitation de la population, des tentatives de déstabilisation des institutions, en essayant de fomenter comme ça et de soulever des allégations qui ne sont étayées par rien. Simplement, je voudrais, au nom du gouvernement, rappeler ceci. Si M. Nsourou disposait d'éléments qui seraient contraires à la vérité judiciaire, qui s'est exprimée en 2005, je crois, sur l'affaire dite des disparus du Beach, à laquelle il était partie prenante parce que mise en cause. S'il disposait de ces éléments-là, il avait donc, depuis 2005 jusqu'à 2017, 12 ans qui lui auraient permis d'étayer ses propos s'il les avait tenus. Donc aujourd'hui, je note ceci. Pendant le procès où il était mis en cause comme accusé, il n'a pas produit ces éléments fracassants qu'évoquent ces médias occidentaux, et français donc. Ensuite, on peut dire, oui, M. Nsourou, à ce moment-là, était encore un officier du système politique et un officier ancré dans la force publique, occupant des fonctions. On peut dire, bon, il a décidé de s'auto-censurer. Pourquoi pas, si on suivait cette logique. Mais le constat, c'est qu'entre-temps, il est entré en dissidence. Qu'entre-temps, il y a cette affaire du 4 mars 2012, à laquelle, hélas pour lui, il avait probablement des responsabilités. Il a été condamné avec sursis. Et là, il est en dissidence. Et puis un deuxième procès. Vous vous rappelez qu'une fois qu'il est sorti de prison, parce qu'on a l'impression aussi à écouter ces médias, qu'entre le procès du 4 mars et sa rébellion armée de fin 2013, décembre 2013, on a l'impression qu'il était toujours en prison. Non, il était libre de ses mouvements puisqu'il avait été condamné avec sursis. Donc, M. Nsourou avait du temps et des raisons cette fois-ci, s'il disposait d'éléments dits compromettants, pour les révéler. Il ne l'a pas fait. Nous sommes donc, depuis lors, avec quelqu'un qui était détenu après sa condamnation à la prison à perpétuité, et il disposait donc aujourd'hui probablement d'une volonté ou d'une colère qui aurait pu, s'il disposait d'éléments compromettants, eh bien les produire d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Faut-il attendre sa mort pour qu'un média occidental, encore une fois, le fasse parler et dise « on l'a tué parce qu'il s'apprêtait à révéler des choses compromettantes ». Moi, je dis à ces médias, parce que je m'en prends à ces médias, parce que je considère qu'il s'agit d'allégations mensongères, je leur dis « nous n'accepterons pas que notre État soit déstabilisé par des gens qui ont décidé de faire parler un mort et qui ont décidé de lui mettre dans la bouche les mots que, dans une logique de déstabilisation, ont décidé de mettre dans sa bouche. » Il s'agit là de fantasmes et nous demandons à ces médias, s'ils ont des sources, eh bien de les dévoiler. Parce que sinon, il n'y a pas de déontologie et l'État se réserve la possibilité, s'il réitère ce type d'accusations qui peuvent remettre en cause le climat de paix et de sérénité dans le pays, eh bien l'État se réserve le droit de poursuivre ces médias devant la justice et devant les instances appropriées. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez fait état du cas de Maître Essou, qui est gardé à vue.
Et à ce propos, il se trouve que les avocats observent un arrêt de travail depuis quelques jours, à Pointe-Noire comme ici à Brazzaville, pour dénoncer justement une atteinte à la liberté d'exercice de la profession d'avocat. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Que se passe-t-il? Ou qu'est-ce qui s'est passé de manière précise? Maître Essou est aujourd'hui l'avocat d'un autre détenu. C'est-à-dire qu'il a été constitué par un autre détenu qui, dans le cadre d'une procédure qui n'a rien à voir avec M. Nsourou, avait obtenu des magistrats instructeurs, ce vendredi 17 février, la possibilité de se rendre à la maison d'arrêt pour rencontrer ce client-là, qui n'était donc pas M. Nsourou. C'est d'abord ça la réalité matérielle. Deuxièmement, pour des raisons dont nous n'avons pas le détail au moment où nous parlons, il se retrouve quelques minutes avant le malaise dont a été victime M. Nsourou dans sa cellule en train de discuter avec lui. Quelques minutes plus tard, lui étant parti, le malaise fatal de M. Nsourou est survenu. Alors, je comprends l'émotion des avocats concernés, mais il n'y a absolument aucun rapport juridique ou factuel entre les faits, cela, et une entrave quelconque à l'exercice de la profession d'avocat. Au moment où il va voir M. Nsourou dans sa cellule, il n'est pas son avocat. Existe-t-il une affaire pendante devant la justice ou une instruction en cours concernant M. Nsourou? Non, il a été définitivement condamné. Il n'y a donc plus entre eux une relation d'avocat à client. On pourrait parler d'entrave à l'exercice de la profession d'avocat si, au moment où il voyait son client actuel, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, s'il avait été appréhendé par une force quelconque, là, on aurait pu parler d'atteinte à son intégrité d'avocat et une violation des règles d'exercice de sa profession. Quand il est avec M. Nsourou et qu'il s'en va, il est un témoin exactement comme M. Franck Bagny, neveu dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est avec Franck Bagny le dernier, et en tout cas le dernier visiteur extérieur en l'occurrence, à avoir vu vivant M. Nsourou. Et donc, si aujourd'hui il est auditionné, il l'est parce qu'il a été un des derniers visiteurs, si ce n'est le dernier visiteur extérieur. Cela n'a rien à voir avec sa qualité d'avocat. Soyons précis et clairs sur le sujet. Il aurait pu être plombier, charcutier, ça n'aurait rien changé à la nécessité de l'entendre pour savoir tout simplement ce qu'il a vu, ce qu'il a noté, comment était M. Nsourou quand il l'a rencontré, etc. C'est pour cela, dans un premier temps. Deuxièmement, j'appelle les avocats à l'apaisement au nom du gouvernement. Je pense qu'il existe aujourd'hui, dans le cadre de la loi de 92 et dans tous les textes liés à la procédure pénale, une sorte de privilège, un droit aux avocats qui, quand ils sont appelés dans le cadre d'une procédure quelconque, d'être assistés par le bâtonnier, un confrère, donc le chef des avocats. Le bâtonnier, c'est le chef des avocats, qui peut assister à l'entretien entre l'avocat et les autorités judiciaires compétentes qui l'entendent. J'ai suivi, comme tout le monde, sur une chaîne internationale, le bâtonnier Maître Kenom, bâtonnier de Brazzaville, qui a dit, en somme, écoutez, la police judiciaire avait le droit de procéder de la sorte, j'aurais souhaité y assister. Bon, qu'à cela ne tienne, à la prochaine audition, je serai là pour assister mon confrère. Assister, ça veut dire assister à l'entretien, c'est-à-dire assister à ce qui lui est dit pendant une audition. Donc, j'invite les avocats à faire preuve de sagesse et de cultiver l'apaisement. Aujourd'hui, je souhaite, le gouvernement souhaite, que le bâtonnier Kenom et quelques confrères qui seraient désignés par le collectif de ces avocats, le barreau de Brazzaville, prennent attache avec les enquêteurs et, bien entendu, accèdent aux prochaines auditions de Maître Essou, parce que c'est leur droit. Et je crois qu'avant d'aller vers des déclarations ou d'aller au conflit de la corporation avec les autorités judiciaires,
ils exercent d'abord, et ça me paraît être la démarche la plus judicieuse, qu'ils exercent d'abord ce droit qui est ouvert à leur profession pour leur permettre au bâtonnier qui leur rendra compte d'accéder aux auditions et de savoir ce qui exactement est dit dans le cadre de cette audition de leurs confrères maîtres et sous. Est-ce que durant sa détention, ou l'administration pénitentiaire ou lui-même, M. Tsuru, s'est déjà plaint de quelque mal que ce soit? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce qui justifie la présence, même si c'est M. Tsuru qui a demandé à ce que son neveu partage la même cellule, est-ce que ça s'est justifié? Quand un détenu est enfermé, il est comme tout être humain, il peut lui arriver d'avoir des maladies, un petit rhume, un peu de tension, ou des maux un peu plus sérieux. Et bien dans ce cadre-là, l'État a mis en place un dispositif médical de surveillance qui permet que quand il y a une affection ou une maladie quelconque, eh bien il puisse y avoir une réaction qui permette de traiter le patient, parce qu'il est placé encore une fois sous la garde de l'État. Donc il y a aujourd'hui, pour chaque détenu à la maison d'arrêt, un dispositif adéquat qui permet qu'en cas de maladie, en cas de nécessité d'intervention pour des raisons médicales, il dispose sur place des compétences et de l'expertise avec un médecin à demeure et éventuellement, si cela devait se produire, je ne le souhaite pas, la possibilité d'être hospitalisé en milieu médical approprié. Donc ça, ce sont des règles normales. Quant à votre question, elle relève du secret médical. Je ne sais pas, je ne peux pas dire